sans doute qu'il a dit ça. C'était au moment de la grande bulle Internet, la première bulle avant son explosion, et l'exubérance des marchés a eu effectivement la formule a eu beaucoup de succès. Les banques centrales. Les banques centrales sont un instrument extrêmement puissant et, comme toute institution humaine, elles peuvent faillir ou réussir. Mais il y a là un instrument de règle, parce qu'au bout du compte, c'est le prêteur en dernier ressort. Et comme c'est le prêteur en dernier ressort, l'utilisation, par exemple, qu'au travers de la crise, les États-Unis ont fait de la Fed, sous la houlette de Bernanke, est, à mon avis, assez exemplaire. Le problème, ils ont maintenant, la Fed maintenant un bilan extrêmement gonflé. Comment est-ce qu'ils vont faire maigrir le bilan? Ça, c'est très compliqué. Mais l'instrument a été utilisé pour éviter les ennuis. Le problème pour nous, c'est qu'en dépit des qualités éminentes de Mario Draghi et des efforts considérables qu'il a fait pour que le système européen tienne debout, la BCE n'est pas un prêteur en dernier ressort. Ça n'est qu'un ersatz de banque centrale, car ça n'est pas une banque centrale qui est appuyée sur un État. C'est une banque centrale qui a un capital. Une banque centrale, elle est centrale, pour 36 raisons techniques, et notamment parce qu'elle émet la monnaie centrale, qui sert de règlement aux banques entre elles, mais elle est aussi centrale parce qu'elle est prêteur en dernier ressort et que l'État est derrière. Ce n'est pas le cas de la BCE. Et donc la situation de la BCE est une situation très particulière qui fait qu'elle joue sur les marchés comme une banque centrale, mais avec un ferment d'instabilité qui pourrait un jour se révéler dangereux. Donc, sur la question générale que vous posiez, le rôle des banques centrales est tout à fait considérable et je considère pour ma part que dans la crise depuis 2007-2008, elles ont bien joué leur rôle, bien fonctionné et qu'elles ont sauvé la mise à plusieurs reprises, avec un inconvénient qui est que par définition l'intervention de la Banque centrale est une intervention de court terme. Or, les gouvernements, je n'en cite aucun en particulier, mais notamment les gouvernements européens, ont eu tendance, c'est l'effet piégeant de la déclaration de Mario Draghi sur l'OMT, c'est que, puisque la Banque centrale résout le problème, on n'a pas à faire les réformes qu'il faut. La Banque centrale va y pallier. Sauf que la Banque centrale ne pallie au problème qu'à court terme. Et donc, en faisant ça, les gouvernements s'exonèrent de l'action de long terme qu'ils doivent conduire, se reposant sur la Banque centrale, alors que la Banque centrale ne devrait traiter que des problèmes de court terme. Et donc, on a là un effet pervers de la puissance même de la Banque centrale qui peut à elle seule stabiliser le marché, mais avec un effet pervers qui c'est très bien, à condition que ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut faire par ailleurs. Aujourd'hui, en Europe, ça empêche. Monsieur le ministre, il y a 2 ou 3 petites questions techniques que nous n'avons pas pu aborder et je vous engage à nous y répondre par écrit si vous le souhaitez. Par ailleurs, nous vous ferons parvenir le compte-rendu de cette audition. Je rappelle que notre commission d'enquête, qui est mathématiquement la représentation de l'ensemble des groupes du Sénat, a souhaité unanimement entendre l'ancien directeur du FMI. C'est fait. Vous avez répondu à nos questions. L'audition est terminée. Merci. Voilà pour l'audition de Dominique Strauss-Kahn, l'ancien directeur du FMI qui a donc été entendu hier après-midi par la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques dans l'évasion fiscale. On va rester dans le même sujet car depuis ce matin, les sénateurs examinent en seconde lecture le projet de loi de régulation et de séparation des activités bancaires. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Le tuilage se fait dans de bonnes conditions et je suis saisie de 5 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Donc le 2 rectifié bis, monsieur Dallier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je n'ai plus l'amendement sous les yeux, mais cela ne fait rien, je vais le faire de tête. Il s'agit effectivement de revenir sur un débat que nous avions eu en première lecture, puisque cet amendement vise à permettre la possibilité pour un emprunteur de renégocier le contrat d'assurance attaché au prêt annuellement. Alors, lors du débat en première lecture, on nous avait expliqué que ça n'était pas possible de le faire, que les contrats proposés par les banques étaient des contrats de groupe
et que donc il y avait une sorte de mutualisation du coût, et que si l'on permettait effectivement à l'emprunteur de renégocier le contrat tous les ans, on mettrait en déséquilibre l'ensemble. Je me permets de répondre tout de suite par avance à cet argument en disant qu'il me semble assez mal fondé, puisque lorsqu'un emprunteur souhaite souscrire un contrat d'assurance, il y a le questionnaire de santé, et on sait bien que pour ceux qui ont la malchance d'avoir quelques soucis de santé, le taux qu'il aurait proposé est un taux bien plus défavorable pour ceux qui n'en ont pas, et il en va de même en fonction de l'âge du souscripteur. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous ne permettrions pas effectivement de faire jouer la concurrence à plein. Donc, au moment où le prêt est souscrit, et ensuite, chaque année, avec la possibilité pour l'emprunteur de dénoncer le contrat à partir du moment, bien évidemment, où il amène un contrat couvrant les mêmes risques. Merci, Monsieur Dallier. L'amendement 6 rectifié de Madame Lienemann n'est pas défendu, il tombe, mais il est identique. Je ne doute pas que Monsieur Foucault le défend. Même avis, je vous remercie. Monsieur Collin. Même avis, je vous remercie. Monsieur Gattolin. Oui, merci Madame la Présidente. Non, très rapidement, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement qui est identique au précédent vise à permettre à un emprunteur de résilier son assurance dès lors qu'il apporte la preuve qu'il souscrit dans le même temps à une autre assurance du même niveau de garantie. En effet, les assurances représentent pour l'emprunteur environ 25% du coût du crédit et génèrent par ailleurs des marges extrêmement élevées pour les banques. Il semblerait donc a priori logique d'appliquer à l'assurance emprunteur cette mesure déjà prévue dans le projet de loi de la consommation en ce qui concerne les assurances automobiles et habitation. Merci, Monsieur Gattolin. Je vais donc demander l'avis de la Commission sur ces 4 amendements identiques. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. L'objet de ces amendements, qui est identique, a été exposé. Notre Commission les a examinés et demande ce que j'appellerais un retrait provisoire. C'est une variété nouvelle, Monsieur Foucault. Ça change. Non, mais c'est pour pas être toujours entièrement négatif. Je réponds à Monsieur Dallier sur le problème de la prime et du risque. Ce que vous dites est bien sûr exact, qu'il y a un questionnaire à remplir et que, évidemment, si on a 68 ans, une maladie incurable et un certain nombre d'autres, bon, on paye plus cher. Ceci étant, ceci ne veut pas dire que tout le monde paye proportionnellement au risque qu'il représente. Il y a une péréquation, je dirais générale, entre, par exemple, les jeunes générations et ceux qui sont plus âgés. Il y a un équilibre qui se fait. Évidemment, sinon, ceux qui ont 20 ans et qui sont en pleine santé paieraient sensiblement moins que ceux qui sont plus âgés. Or, c'est le principe même de l'assurance, c'est qu'il y a une mutualisation du risque. Et par conséquent, notre sentiment, c'est que les amendements pourraient comporter le risque de mettre en cause les primes des assurés, en tout cas les plus fragiles, les plus modestes. J'ajoute que le gouvernement, qui est sensible à l'argument, mais il l'exprimera bien sûr, a demandé un rapport qui étudie l'ensemble des aspects de cette question. Et ce rapport doit être remis, je crois, d'ici la fin de l'année au gouvernement. Donc, il nous a semblé qu'il était probablement plus sage, plus raisonnable d'attendre la connaissance et la publication de ce rapport avant de se prononcer sur les amendements que vous suggérez. Par conséquent, demande de retrait. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, votre avis pour le gouvernement? Oui, mesdames et messieurs les sénateurs, nous sommes exactement sur la même position que celle du rapporteur. Il y a une nécessité d'approfondir les études d'impact, de bien mesurer les conséquences de ces propositions. Il a été prévu qu'un rapport, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, serait élaboré à cette fin. Donc, dans l'attente de l'élaboration de ce rapport, nous demandons là aussi le retrait temporaire.
Merci, Monsieur le ministre. Donc, je vais peut-être demander à Monsieur Dallier ce qu'il pense de cette demande de retrait provisoire réitérée Retrait deux fois. provisoire, retrait temporaire, on ne sait pas très bien où tout cela nous emmène. Moi, je souhaiterais, et puis on verra ce que la CMP fait derrière, je souhaiterais que le Sénat marque sa volonté de voir adopter cette disposition. Si nous allions au scrutin public, je crois qu'effectivement cet amendement serait adopté. On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais je pense qu'il y a un consensus sur ces bancs pour marquer l'intention du Sénat. Donc je ne retire pas cet amendement et je souhaite que nous l'adoptions. Merci, Monsieur Dallier. Monsieur le ministre. Pour rassurer Monsieur le sénateur, je veux lui confirmer qu'il y aura une possibilité de procéder au examen de cette question à l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi sur la consommation. Donc ce n'est pas une demande de retrait avec aucune clause de revoyure, c'est une demande de retrait de manière à ce que le rapport puisse être élaboré, porté à la connaissance du Parlement et qu'à ce moment-là, la question puisse être retraitée à l'occasion de la deuxième lecture du projet de loi sur la consommation. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Café. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, c'est un sujet dont nous avons beaucoup débattu en première lecture, qui a été également débattu à l'envi à l'Assemblée nationale. Et c'est un sujet qui est extrêmement difficile, sur lequel je crois véritablement qu'il ne faut surtout pas légiférer à l'aveugle. J'avais indiqué en première lecture qu'il y avait tout d'abord des problèmes d'ordre juridique sur cette question. Je constate par exemple que les amendements ne disent pas si la mesure est rétroactive ou pas. Est-ce qu'elle s'applique au contrat en cours ou pas? Si elle s'applique au contrat en cours, je crains qu'il y ait un problème constitutionnel qui, à mon avis, devrait être un peu expertisé, selon le principe de non-rétroactivité des lois en matière contractuelle. Il y a d'autres problèmes juridiques également. Donc, rien que sur cette sphère juridique, je crois qu'il faut être extrêmement prudent et examiner cette question. Mais peut-être que la question juridique n'est pas de la plus importante. Il y a la question, en fait, où nous risquons de légiférer en poursuivant un objectif qui ne sera pas atteint et peut-être que nous atteindrons l'objectif inverse. Je m'explique. D'ailleurs, il faudrait savoir quel est l'objectif qui est poursuivi. Est-ce qu'il s'agit de réduire les marges des banques, comme je l'ai souvent entendu dire en première lecture? Franchement, si c'est ça, il y a peut-être d'autres moyens. Est-ce qu'il s'agit d'accroître le pouvoir d'achat des clients des banques qui souscrivent une assurance? Accroissement du pouvoir d'achat lié à la concurrence. Et c'est là, véritablement, que nous avons un débat à avoir, mais approfondi sur la base d'un rapport. Et moi, je me félicite que le gouvernement, en fait, ait commandé ce rapport. Pourquoi? Parce que l'assurance privée fonctionne de manière fondamentalement différente que l'assurance collective et le contrat de groupe. Voilà. Le contrat de groupe se caractérise, et je crois qu'il y a beaucoup d'études qui le montrent, par une couverture large et une segmentation tarifaire réduite. Pourquoi? Tout simplement grâce à la mutualisation, comme l'a indiqué le rapporteur. L'assurance privée individuelle se fonde par une couverture qui est liée au risque. Et ce qui risque de se passer, en fait, c'est que un certain nombre, si vous voulez, de risques qui sont mutualisés dans le contrat de groupe. Si nous disons le contrat de groupe maintenant, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais doit être substitué à une assurance privée, nous risquons d'avoir le résultat exactement inverse que celui que nous recherchons, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la segmentation tarifaire étant beaucoup plus élevée dans l'assurance privée, nous risquons en fait de défavoriser ceux qui le sont déjà et un certain nombre de populations fragiles. Donc je crois qu'il faut manier cette discussion et cette décision surtout avec beaucoup de précautions. Faisons attention aux conséquences qu'un tel dispositif, s'il était adopté par le Parlement, pourrait avoir. Bon, et c'est la raison pour laquelle moi je crois qu'il serait sage en fait de différer la décision que nous devons prendre, qu'elle soit éclairée par un rapport indiquant véritablement quels sont les avantages respectifs
du contrat de groupe et de l'assurance collective avec la mutualisation, et ce, en fait, du recours à l'assurance privée. Et donc moi, si le gouvernement me dit mais il y a un filet de sécurité et il y a la possibilité de légiférer en pleine connaissance de cause lors de la deuxième lecture du projet de loi qui est porté par Benoît Hamon, je crois que nous serions sages ce soir à retirer ces amendements et à examiner véritablement les conclusions du rapport qui nous sera soumis. Merci, Monsieur Café. Monsieur Foucault. Oui, moi je suis de l'avis de Monsieur Dallier, et puis je dirais à Monsieur Café, il faut pas couper les cheveux en quatre, il faut rester dans une certaine logique. On peut à la fois voter pour marquer l'intérêt du Sénat sur cette question ce soir, et on pourra ensuite revenir sur la loi sur la consommation. Simplement dire qu'il y a quand même déjà des études qui sont disponibles, qui montrent qu'on ne peut raisonnablement imaginer déstabiliser un marché qui, je crois, dégage 50%, Monsieur Café, de marge de distribution. Donc à partir de là, c'est encore une question, je dirais, de morale. Et il y a aussi le regard sur nous. Et puis il y a aussi notre éthique à nous et ce que l'on veut faire. Et puis je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est assez rare. Il s'agit aussi de redonner un peu de pouvoir d'achat aux gens par la mesure que l'on entend prendre avec cet amendement qui vient d'être déposé. C'est pourquoi moi je le maintiens. Monsieur le Président Foucault. Monsieur Collin, vous êtes aussi sollicité pour un retrait. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, même s'il y a un certain consensus sur ces amendements, je crois qu'il faut savoir parfois faire preuve de patience et peut-être même de sagesse. Je me bien écouter les arguments de notre collègue Café, les arguments également et la proposition de Monsieur le Ministre. Nous nous rangerons à cet avis de sagesse. Nous retirerons cet amendement. Merci, chers collègues. Monsieur Gattolin, donc vous avez aussi été sollicité. Merci Madame la Présidente. Oui, écoutez, j'ai entendu l'engagement du ministre de réétudier la question dans le cadre de la deuxième lecture de la loi consommation. Fort de cet engagement et de la compréhension de la complexité du sujet et du rapport qui sera remis, je retire l'amendement. Monsieur Gattolin, donc s'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix donc les deux amendements qui n'ont pas été retirés, celui de Monsieur Dallier, le 2 rectifié bis, et puis celui de Monsieur Foucault, le 18, qui sont identiques. Qui vote ces deux amendements identiques? Qui est pour? Merci. Contre? Merci. Ils ne sont pas adoptés. Nous passons à l'amendement 47 rectifié. Monsieur le Président Foucault. Défendu, Madame la Présidente, y tirer les conclusions des amendements que nous avons discutés à l'instant pour y aller un peu plus loin. Donc je dirais simplement que je le défends parce que je sais que le rapporteur va demander de le retirer ou émettre un avis défavorable. Merci, monsieur. Monsieur Foucault, monsieur le rapporteur, c'est bien ça? C'est un amendement de conséquence. Hein. Oui, merci Madame la Présidente. Le président Foucault a deviné. En fait, pour les mêmes raisons que le débat que nous venons d'avoir. Par conséquent, notre commission qui a regardé votre proposition, je ne développe pas les arguments, mais je reprends l'idée du rapport qui doit être soumis, et donc c'est une demande de retrait. Merci. Même avis, Monsieur le Ministre, même avis. Bien, vous le retirez, Monsieur Foucault? Non? Monsieur Foucault? Non, vous le retirez, merci. Voilà. Nous en sommes arrivés au vote sur l'article 18. Qui est pour voter l'article 18? Merci. Qui est contre? Abstention? Il est adopté. Même vote pour l'article 18 bis, mes chers collègues? Pas d'opposition, même vote. L'article 20, même vote. Pas d'opposition. L'article 21, même vote. Merci. Nous arrivons à l'article 22. L'amendement 50 qui est présenté donc par M. Young au nom de la Commission. C'est un amendement de coordination, Madame la Présidente. Très bien. Monsieur le Ministre? Favorable. Je vais mettre aux voix l'amendement de coordination qui a reçu un avis favorable du gouvernement. Qui est pour le voter? Merci. Contre?
Abstention? Il est adopté. Nous arrivons au vote sur l'article 22. Qui est pour voter l'article 22? Merci. Contre? Abstention? Il est adopté. Sur l'article 22 quater, je ne suis saisie d'aucun amendement et d'aucune demande de parole. Je mets aux voix cet article. Voilà, très bien. Oui. Alors sur le 23, alors même vote sur le 23, même vote. Sur le 23 ter, j'ai une demande de parole de Monsieur le Président Sueur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voulais souligner devant vous la grande importance de cet article 23 ter et remercier chaleureusement nos collègues Mohamed Soilihi et Richard Young, qui ont bien voulu défendre l'amendement qui a permis de créer cet article 23 ter. De quoi s'agit-il? Il s'agit des contrats obsèques. Vous savez qu'à la faveur de la lecture précédente, vous avez bien voulu adopter déjà des dispositions de manière à ce que l'on ne confonde pas les contrats obsèques à d'autres contrats qui n'ont rien à voir. Un contrat obsèque est un contrat qui doit se référer à une description personnalisée des obsèques, dans des conditions qui sont strictement prévues par la loi et qui bien souvent ne sont pas appliquées. Mais le contenu de cet article 23 est très important pour les millions de personnes qui ont souscrit des contrats obsèques. C'est dire que c'est loin d'être anodin. En effet, jusqu'à aujourd'hui, les sommes qui sont versées au titre des contrats obsèques ne sont nullement revalorisées. C'est-à-dire que les compagnies qui perçoivent ces sommes, qui les gardent, les placent, et les souscripteurs ne bénéficient en rien d'une revalorisation des contrats obsèques. C'est ce qui a conduit, et j'insiste là-dessus, Madame la Présidente, à la fois le Sénat puis l'Assemblée nationale, a adopté à l'unanimité dans les deux assemblées un article dans la loi de décembre 2008 relative aux droits funéraires qui instaurait la revalorisation de ces contrats au taux légal. Nous pensions qu'une fois cet article voté, tout simplement la loi s'appliquerait. Or, cet article voté en 2008 ne s'applique toujours pas. Pourquoi? Parce que les compagnies d'assurance ont fait valoir qu'il existait une directive européenne du 5 novembre 2002 concernant non pas les contrats obsèques mais l'assurance vie, et ils ont plaidé que cette directive s'appliquait aux contrats obsèques. Et ce dernier texte européen impose aux contrats d'assurance vie le respect de certaines règles prudentielles et interdit à l'assureur vie de prendre des engagements qu'il ne pourrait pas respecter. Alors, nous avons pris contact avec les services, vos services, Monsieur le Ministre, il y a déjà 4 ans. Et nous avons eu de nombreuses réunions, et cela a duré des mois et des mois. Et finalement, nous avons pu trouver un accord sur la formulation de la revalorisation. Je ne vous lirai pas tout le texte, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Sachez seulement que l'accord a été conclu sur les termes suivants avec le ministre, avec le ministère, avec vos services. Monsieur le ministre Cazeneuve, il lui est affecté chaque année, lorsqu'il est positif, un montant correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier au moins égal à 85% de ce solde, multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques diminué des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice. Je pense que tout le monde a suivi, notamment M. François Marc, qui est rapporteur général du budget. Toujours est-il que cela a un aspect un peu complexe en effet, mais se traduira
pour l'ensemble des souscripteurs d'un contrat obsèque par une revalorisation qui ne sera pas exactement au taux d'intérêt légal, mais de l'ordre des 3/4 de ce taux. Donc, pour beaucoup de souscripteurs et de familles, ce sera important. Alors, cet amendement, je dois remercier tout le monde, avait déjà été présenté par Madame Nicole Bonnefoy dans le cadre du projet de loi de Monsieur Lefebvre. Mais ce projet n'a pas prospéré. C'est dire que nous remercions, et je remercie, parce que la commission des lois s'était beaucoup impliquée là-dessus, la commission des finances et son rapporteur Richard Young, suite au plaidoyer de Thani Mohamed Soilihi, d'avoir repris cela. Et mes chers collègues, je voulais tout simplement vous inviter à voter cet article. Si j'ai pris quelques minutes de votre temps, de notre temps, c'est parce que cela n'est pas anodin et se traduira très concrètement pour des millions de souscripteurs des contrats obsèques. Donc je vous remercie de bien vouloir adopter cet article 23 ter. Merci, Monsieur le Président Sueur. Alors, si tous mes collègues ont bien compris l'équation, je vais mettre aux voix l'article 23 ter. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Abstention? Monsieur le Président Sueur, l'article est voté. Je mets aux voix le 23 quater. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Il est adopté. Même vote pour le 24 bis, mes chers collègues? Même vote? Merci. Même vote pour l'article 30? Même vote, merci. À l'article 31, il y a un amendement 26, mais qui n'est pas défendu, il tombe. Et je mets aux voix l'article 31. Qui est pour? Merci. Contre? Abstention? Il est adopté. Même vote pour l'article 33. Même vote, c'est le dernier article à voter. Même vote, il est adopté. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la deuxième lecture. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui, Monsieur Collin. Monsieur Collin, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre groupe maintiendra son vote de première lecture sur ce projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. En effet, comme l'a souligné mon collègue François Fortassin lors de la discussion générale, les principaux articles du projet de loi ayant été adoptés conformes à l'Assemblée nationale, le cœur du texte reste inchangé et il va donc de même pour notre vote. Il est vrai que nous aurions souhaité une séparation des activités, Monsieur le Ministre, un peu plus ambitieuse. C'était l'objet de nos amendements portant sur la tenue de marché en première lecture et c'est également la raison pour laquelle deux de nos collègues ont choisi de s'abstenir sur l'ensemble de ce projet de loi quand tous les autres membres du RDSE lui apportent leur soutien. Nous voulons croire que, malgré quelques faiblesses, ce texte n'en constitue pas moins un tournant majeur en matière de régulation financière. Les conséquences dévastatrices de la crise qui a éclaté aux États-Unis il y a déjà 5 ans nous imposent de prendre des mesures fortes en matière de transparence, de lutte contre la fraude et d'optimisation fiscale, d'encadrement des rémunérations dans le secteur financier ou encore de prévention et de résolution des crises bancaires. C'est ce que fait ce projet de loi, même si nous aurions souhaité, sur certains points, que la France prenne de l'avance et soit une source d'inspiration pour ses partenaires européens, comme elle l'a déjà été d'ailleurs avec la taxe sur les transactions financières, plutôt que d'attendre une prise de décision collective à Bruxelles pour l'entrée en application de certaines dispositions. En revanche, je me réjouis des enrichissements du texte au cours de la navette parlementaire en ce qui concerne la lutte contre les paradis fiscaux et celle contre la spéculation sur les matières premières agricoles. Notre groupe a lui-même d'ailleurs contribué à enrichir le texte sur ces sujets en première lecture. Nous aurions voulu aussi aller plus loin aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'application des obligations de transparence pour les grandes entreprises et nous regrettons que notre amendement à ce sujet n'ait pas été adopté. Je remercie Monsieur le Ministre, Madame la Ministre en l'occurrence, mais Monsieur le Ministre du
transmettra, qui nous a rassurés dans son avis sur l'un de nos amendements quant à l'effectivité de l'application de l'interdiction faite aux banques de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles à des fins spéculatives. Et je resterai, pour ma part, très vigilant sur ce point, car la lutte contre la spéculation sur les matières premières agricoles est un sujet stratégique de toute première importance. Si nous trouvons quelque peu surprenant que seule une poignée d'amendements ait été adoptés aujourd'hui, dont un de l'opposition avec le soutien des écologistes sur les 50 déposés en deuxième lecture, cela n'empêchera pas les membres du RDSE d'apporter leur soutien avec force et conviction à ce texte, car pour les radicaux de gauche et la majorité du groupe, il s'agit bien d'entamer la mise au pas de la finance pour éviter que ne se reproduisent les dérives de ces dernières années, dérives qui ont conduit à la situation dramatique que nous connaissons. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gattelin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Position assez proche de mes collègues du RDSE. Et les écologistes auraient rêvé d'une loi plus ambitieuse encore pour lutter contre la spéculation. Ça, nous avons des rêves importants et je ne suis pas sûr qu'en l'état, et même si on avait une loi beaucoup plus ambitieuse, on effaçait tout risque de crise, qu'elle soit systémique ou financière. J'ai bien peur que de toute façon, ce genre d'incident gravissime de la finance arrive toujours là où on ne l'attend pas. En tous les cas, nous sommes quand même très satisfaits des acquis qui sont là. Nous sommes satisfaits du fait que le gouvernement ait voulu, par une réforme rapide, agir vite et agir au mieux. Et je dois le dire, dans un état de travail parlementaire et de concertation avec les deux chambres et avec les différents groupes, je dirais qu'il honore le travail parlementaire et le travail que l'exécutif peut avoir avec son Parlement et ceux qui la constituent. Donc je ne vais pas faire un long discours. Nous réitérons que nous voterons naturellement de manière positive à cette loi en cette deuxième lecture. Merci. Merci, Monsieur Gattelin. Je vais donner la parole à Monsieur Foucault, Monsieur le Président Foucault, pour explication de vote sur le texte. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, très court. Ce texte avait été présenté comme une réponse, je dirais, d'envergure à la financiarisation. Financiarisation, je le rappelle, délétère de l'économie, et ça c'était dans la ligne droite ou dans la ligne du discours du Bourget. Ce projet de loi qui a été défendu donc par le gouvernement, de notre avis, reste très perfectible. Je l'ai dit d'entrée dans la discussion générale, si ça ne bougeait pas, on aurait un vote défavorable. Or, sur les amendements que nous avons présentés, aucun n'ont été retenus, si ce n'est cet amendement que nous avons obtenu à l'arraché ensemble. Voilà le bilan d'une après-midi. En ce qui concerne la lutte sur les paradis fiscaux, via le reporting des pays sur les banques et entreprises à vocation internationale, le rapporteur nous a demandé de retirer les amendements sur le trading négoce haute fréquence également, sur la rémunération des dirigeants d'entreprise, sur la série de mesures, là encore à la fin, comportant et concernant la protection notamment des consommateurs sur les abus, notamment des banques en matière de frais assurance emprunteurs. Là-dessus, le débat pour nous a été, je dirais, négatif et en conséquence de cause, nous maintenons, même si ce texte était utile, comme je l'ai dit d'entrée, même s'il y a eu des progrès qui ont été faits, mais nous pensons que c'était possible et qu'il fallait aller plus loin. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons. Merci, Monsieur Foucault. Monsieur Dallier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je ne sais pas si quelqu'un aura demandé un scrutin public, donc je voulais simplement préciser les choses. Le groupe UMP, dans son ensemble, souhaitait voter contre. Nous sommes quelques-uns à nous abstenir, donc j'en fais partie. Donc je ne défendrai pas le vote contre du groupe UMP, mais à titre personnel, je considère qu'effectivement, ce texte contient un certain nombre d'avancées intéressantes. Voilà pourquoi je m'abstiendrai. Et Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous rappeler l'engagement que vous avez pris de nous transmettre un rapport sur cette affaire des contrats d'assurance liés aux prêts. C'est une affaire importante. Je ne suis toujours pas convaincu qu'il y aurait un déséquilibre. Donc la deuxième lecture du texte à venir, je ne sais pas à quand elle est fixée. Ça vous laisse peut-être un délai pour nous fournir les informations nécessaires, mais nous les attendons, Monsieur le Ministre.
Monsieur Dallier, Monsieur Café. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, vous ne serez pas surpris si je me montre un peu plus enthousiaste que les orateurs précédents. Non, parce que je crois, j'ai la conviction, je crois très profondément que ce projet de loi restera dans l'histoire, que ce projet de loi en fait marque une véritable étape en fait dans la lutte contre la finance, quelles que soient en fait les modalités que chacun aurait peut-être préféré voir engagées. Et si je devais caractériser ce projet de loi, j'utiliserais 4 mots. Le premier, c'est la séparation. Le deuxième, c'est la résolution. Le troisième, c'est la moralisation. Et le quatrième, c'est la protection. Séparation, oui, nous avons séparé les activités spéculatives des activités traditionnelles des banques commerciales. D'aucuns auraient préféré que cette séparation soit beaucoup plus tranchée, et par exemple avec une séparation totale des entités bancaires. Je crois que ça aurait été une fausse route. Je crois que nous avons véritablement limité les opérations spéculatives, nous les avons cantonnées, et de ce point de vue, je crois que nous avons réussi à faire en sorte que les banques soient véritablement utiles maintenant à l'économie réelle, et ceci sans remettre en cause le modèle de la Banque universelle qui, je crois, mais peut-être que ce point de vue ne sera pas complètement partagé, a fait ses preuves non seulement en France mais en Europe. Résolution, parce que à ceux qui pensent que la séparation n'est pas allée assez loin, je dirais que le titre 2, tout ce qui concerne en fait la résolution, les pouvoirs qui ont été confiés à la CPR, non seulement dans le contrôle des banques, mais également, vous en avez eu l'occasion d'en discuter il y a quelques minutes sur le contrôle des nominations, mais ce titre 2, en fait, avec les pouvoirs qui sont conférés à la CPR et les modalités de résolution de crises bancaires et financières, et donc y compris de faillite, est quelque chose qui n'avait jamais existé dans la législation française, et c'est vraiment une nouveauté que je considère pour ma part comme particulièrement importante. Le troisième mot que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est celui de moralisation. Je crois que nous avons franchi des pas considérables, avec le gouvernement d'ailleurs, dans cette moralisation des activités financières, et ceci sur de très nombreux aspects, que ce soit les paradis fiscaux, que ce soit les rémunérations. Enfin, sur toute une série de sujets, nous avons été, je crois, et moi j'en tire une certaine fierté, des pionniers ici, en France, à l'Assemblée et au Sénat, dans les discussions en fait qui avaient lieu en Europe. Et voilà, je ne sais pas si c'est bon, si je suis un peu optimiste, mais je crois que nous avons permis en fait aux discussions européennes d'aller de l'avant et peut-être de se dénouer dans le sens que nous souhaitions et de manière peut-être plus rapide que nous l'espérions. Et puis, il y a le quatrième terme, celui de protection, et je pense notamment au titre 6. Ça avait été la volonté du gouvernement et du ministre. Pierre Moscovici nous l'avait annoncé, en fait, dès qu'il nous a présenté ce texte ici. Il ne concevait pas un texte de loi sur la régulation et la séparation bancaire sans penser aux consommateurs et à sa protection. Je crois que nous avons pris, en fait, énormément de mesures en la matière, en ce domaine. D'aucuns penseront que voilà, nous ne sommes pas allés assez loin, mais rien que cette mesure qui ne sera pas symbolique, de plafonnement des commissions avec les modalités auxquelles nous tenons, c'est-à-dire à la fois un plafond général et un plafond particulier pour les personnes les plus défavorisées, sera une avancée quand même, me semble-t-il, extrêmement significative. Donc voilà ce que je voulais dire. Ces 4 termes résument un peu le bilan que nous tirons, nous, de cette discussion. Je voudrais remercier bien évidemment notre rapporteur pour la qualité de son travail et pour aussi la qualité de son écoute. Remercier les présidents qui ont assuré les présidences de séance tant en première lecture qu'en seconde lecture. Et puis remercier le gouvernement et les ministres qui sont succédés sur ces bancs, parce que rarement, me semble-t-il, nous avons eu en fait la possibilité de mener un travail qui est un véritable travail de coélaboration d'un texte de loi sur un sujet particulièrement difficile et particulièrement important, et où franchement la place des parlementaires, leurs apports respectifs ont été souvent entendus,
pas tous, Monsieur Foucault, c'est vrai, ont été entendus et que véritablement, nous avons l'impression que nous avons pu, en quelque sorte, coélaborer ce texte avec l'exécutif, ce qui fait toujours plaisir à des parlementaires. Merci. Monsieur Café, je n'ai plus de demande d'explication de vote sur le texte. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires. Qui est pour voter ce texte? Merci. Qui est contre? Abstention? Merci. Le texte est adopté. C'est la fin de cette séance. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires, c'est cet après-midi à partir de 15h pour la séance de questions cribles consacrée aujourd'hui à la situation des caisses d'allocation familiale. Très bonne journée à tous.